Bonjour à tous. Avant de parler du fonds d'arbitrage carbone, je vais raconter un petit peu ce que c'est que l'objectif carbone, parce que on est un peu la manière dont on a procédé, c'est ça qui nous a amené en fait au fonds d'arbitrage carbone. Et puis, ce sera l'occasion d'aborder un petit peu tous ces sujets plus globalement et un peu périphériques. Objectif carbone, c'est un bureau d'études en stratégie énergie-climat. Sur le plan administratif, ça a été créé en 2008, mais bon, moi j'ai été formé à la méthode bilan carbone en 2004. Je suis tombé dans une marmite de CO2, ça a fait tilt, et puis ensuite, finalement, effectivement, je me suis mis complètement là-dedans. Et en 2005, on a participé au groupe de travail de l'ADEME pour développer l'approche bilan carbone des territoires, ce qui a donné ensuite les plans climat énergie territoire, les plans climat air énergie territoire dans la dernière mouture. Aujourd'hui, il y a 95% de la population qui vit dans une zone qui est couverte par un plan climat. On accompagne aussi les collectivités, aussi les entreprises, des associations, enfin, quiconque a des sujets toujours passionnants sur le sujet. Chez Objectif Carbone, on a une petite particularité, c'est qu'on est déjà, il y a notamment Damien, il y a moi, on teste depuis une dizaine d'années, on teste, alors bon, pour rigoler, je dis, de combien on se marginalise quand on vit avec 2 tonnes de CO2. Parce qu'effectivement, on commence à prendre des choix qu'au début, en tout cas, au début, ça pose des questions. Et finalement, en fait, on a fait cet effort d'essayer de se mettre dans les clous de cet objectif. Alors maintenant, il est même à moins de tonnes de CO2, mais en 2005, c'était ça qui était l'objectif. Et ça permet de voir sur l'ensemble des activités qu'on a, de quelle manière on se déplace, de quelle manière on se loge, de quelle manière on se nourrit, de quelle manière on fait tourner tout le reste. Comment est-ce qu'on interagit avec tout ça, finalement, essayer de toucher un petit peu du doigt les solutions. Et finalement, ça apporte à la fois des surprises. C'est vrai que de temps en temps, cette transition pour pouvoir arriver à ce niveau-là, ça nécessite de temps en temps des surcoûts. C'est sûr que l'électricité chez Enercop coûte plus cher que l'électricité standard. Un petit peu plus cher, mais il y a énormément de choses qui coûtent beaucoup moins cher. Et effectivement, d'un point de vue plus lointain, à mon sens, qui décide de choisir la transition plutôt que la subir, finalement, se retrouve avec un étau financier, si jamais il était dedans, qui est largement desserré. C'est un des principaux enseignements. Et c'est aussi lorsqu'on accompagne des entreprises, finalement, en plus de savoir, on fait un bilan. On trace la surface des émissions de gaz à effet de serre et puis on regarde comment est-ce qu'ils sont distribués à l'amont, à l'aval. On fait une espèce d'empreinte un petit peu du produit et puis on rajoute aussi une question. C'est-à-dire que entre 2005 et 2020, grosso modo, le leitmotiv principal, c'était les 3 fois 20. Il nous faut pour 2020 20% d'énergie renouvelable, 20% de consommation d'énergie en moins, 20% de gaz à effet de serre en moins. Il y a plein de gens qui avaient une chaudière fuel, ils ont mis une chaudière au gaz à condensation, ils ont gagné 20%, cocorico, c'était fini. Mais quand on réfléchit avec 2 tonnes de CO2, mais on ne peut pas du tout se permettre d'avoir encore une chaudière au gaz dans un logement qui va brûler 2 tonnes de CO2 à lui tout seul pour un logement qui serait déjà très bien isolé. Donc, en fait, le fait de réfléchir avec cette notion, ça nous a amené à aller un petit peu plus loin. Et ça permet de questionner les entreprises. Votre produit, est-ce qu'il sera dans le panier de la ménagère à 2 tonnes de CO2 en 2050 et puis peut-être même déjà dès aujourd'hui. Et ça permet d'ouvrir un autre angle de vue pour pouvoir mener la réflexion carbone. Bon, et puis accessoirement, effectivement, on est aussi un petit peu plus réactif. Damien est à temps partiel, il fait de la rénovation dans le bâtiment. Moi, je suis agriculteur, j'ai une vingtaine d'hectares, j'essaye de cultiver des solutions durables d'alimentation humaine sans faire de labour, sans mettre de phytosanitaire. On a planté 1000 arbres, arbustes, buissons sur notre parcelle pour faire de l'agroforesterie, essayer de protéger un petit peu tout ça parce que, mine de rien, le temps long de 90 jours sans pluie, c'est quelque chose qui fait mal aux cultures, les pics de chaleur aussi, et voilà, ça permet de protéger et de réfléchir, et toujours de nourrir la réflexion de je vais un peu plus loin dans cette direction, ça va engendrer des coûts supplémentaires, ça va faire moins de CO2, ça va coûter combien la tonne de CO2, c'est aussi des choses qu'on doit appliquer. Pareil, je mets 10 cm, je mets 15 cm d'isolant, je mets un isolant biosourcé, je mets un isolant en mousse de polyuréthane, tout ça, il y a un contenu CO2, il y a un prix en face, il y a un prix de la tonne de CO2. Et puis il y a Anaïs chez nous aussi qui a dirigé une association, l'association Microstop, que j'ai co-créée il y
il y a 7-8 ans maintenant, et bon, sur le plan du microstop numérique, on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. On n'a pas réussi à concurrencer ni Uber, ni Google, ni Facebook en termes de taux de présence et même en termes de moyens financiers. Donc, on s'est rabattu sur une solution plus simple où on a finalement accouché d'un mobilier urbain qui est un banc de covoiturage avec un petit barillet qui permet aux autostoppeurs d'indiquer aux automobilistes la destination à laquelle ils veulent se rendre. Et pareil, là, il y a un prix de la tonne de CO2 sauvée avec un aménagement comme celui-ci qui est 100 fois inférieur à celui qui est la tonne de CO2 sauvée par la construction d'un parking de covoiturage avec une place de covoiturage qui va être utilisée toute la journée avec un seul covoitureur, alors que là, on a un équipement qui peut générer potentiellement des dizaines et des dizaines de covoiturages. Voilà. La notion de fonds d'arbitrage carbone, en fait, elle arrive un petit peu en creux dans toutes nos réflexions et c'est pour ça qu'on va dire un peu plus ce que c'est que le fonds d'arbitrage carbone. Alors, le fonds d'arbitrage carbone, c'est quoi? En fait, c'est une tirelire. C'est un cochon dans lequel il y a une petite fente là, et puis on met des sous dedans. Et c'est le chef qui met des sous dedans. Et dans cette tirelire, après, quand il a mis des sous dedans, donc c'est une espèce d'avance de trésorerie ou une immobilisation financière. Et ensuite, il dit à tout son écosystème, j'ai des sous, si vous avez des idées qui feraient plus de CO2, qui feraient moins de CO2, mais qui coûteraient plus cher, venez vous servir. Venez vous servir, il y a des sous pour ça. Et tout d'un coup, en fait, dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise ou de la collectivité, les esprits peuvent enfin se libérer de cette question. C'est-à-dire qu'avant, on nous dit « Ah ouais, il y a plein de solutions, mais de toute façon, ils n'ont jamais d'argent pour ça. » Et donc, on se bloque. Et tout d'un coup, plutôt que d'avoir uniquement le responsable développement durable chargé de la transition bas carbone qui se creuse la tête et puis qui essaie de faire passer ses idées, tout d'un coup, on a le gars des ressources humaines qui a tous ces salariés qui ont une problématique de trajet domicile-travail et tout a été conçu dans cette zone, à cet endroit-là, pour venir en voiture et tout ça. Bon, il y a un travail à faire. Et puis, le gars qui est responsable de la logistique, quand on regarde le bilan carbone, quand on lit le bilan carbone de cet écosystème, de ce produit, de cette société, il voit qu'il a un souci logistique et qu'il a à l'amont et à l'aval pour pouvoir des livraisons et aller vers les clients. Il y a un sujet logistique. Et puis le responsable du process, il consomme de l'énergie pour pouvoir transformer les produits. Et le mec du design, il a aussi tout un tas de choses qui vont rentrer dans la composition du produit. On va choisir de l'alu. Non, on pourrait le remplacer par du bois. Voilà. On fait des fenêtres en alu, on fait des fenêtres en bois, quoi. Bon, enfin, les vitres, elles sont toujours en verre, mais le cadre. Donc, et tout d'un coup, l'ensemble des gens se mettent à réfléchir un petit peu dans le chef nous a dit qu'il y avait des sous, moi j'ai des solutions, je vais lui proposer. Bon, alors attention, hein, avec le cochon, il nous faut un gardien qui est attentif et qui est sérieux, parce qu'effectivement, il ne faut pas manger tous les sous tout de suite, parce que sinon, après, quand il n'y a plus de sous, c'est un peu comme la carotte qu'on met devant l'âne. Si on mange la carotte, si l'âne mange la carotte, il s'arrête. Donc, il faut être parcimonieux. Le gardien doit être rigoureux. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient avec quelque chose qui vaut une tonne de CO2 qui vaut 5 000 € à sauver, il faut y aller doucement. On sait aujourd'hui capter du CO2 atmosphérique diffus et le séquestrer dans des horizons géologiques pour quelque chose entre 800 et 1 000 € la tonne. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des tonnes à 5 000 €, sauf si vraiment on sait que demain, il va y avoir des trouvailles, des efficacités qui vont faire que ça va tomber à 50. Mais sinon, on met ça de côté, on le garde en tête et on dit celle-là, on n'y touche pas. S'il y a quelqu'un qui vient vous proposer une tonne de CO2 à 500 €, ok, ça commence à faire vraiment beaucoup d'argent par rapport kiné. On a un horizon de 300 € la tonne de CO2 dans un futur assez proche. Donc, 500, c'est cher. Mais celle-là, on la garde sous le coude, cette idée. Une idée à 500 € la tonne de CO2 économisée, CO2 ou d'équivalent CO2 en méthane ou en protoxyde d'azote. Ça marche pour tout. Il faut la garder sous le coude parce que, mine de rien, en fait, il y a quelques mois, là, le baril il était encore à 30 $. Là, il a dû passer vers les 75 $.
Bon, et puis peut-être qu'il sera bientôt à 100 $. Et mécaniquement, la tonne qui avait été chiffrée à 500, ben, quand le prix de l'énergie monte, ben, le prix de la coût d'abattement, le coût de l'abattement de la tonne de CO2 ben, baisse. Puis celle qui était à 500, on l'a refusée la première fois, mais maintenant elle est à 400, elle est à 350, elle est à 300, elle est à 200, hop, et là on y va. Et puis il y a aussi des émissions de gaz à effet de serre qui sont facilement rabattables. À un moment, il y a quelqu'un qui va vous proposer effectivement d'organiser un séminaire pour aller grimper sur des cailloux, tous faire du coaching dans la forêt de Fontainebleau, et ça fera beaucoup moins de CO2 et ça coûtera beaucoup moins cher que le séminaire à Marrakech. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on a une expérience d'entreprise, on a bon, voilà. Il y a aussi de temps en temps aussi simplement sur des process. Fondamentalement, Valérie pourra vous en parler tout à l'heure. Il y a eu des trouvailles qui font que bon, bah, la première fois, c'est la première fois qu'on met en œuvre cette solution à quelques centaines d'euros la tonne de CO2, et puis finalement, en fait, une fois qu'on a appris à les faire et qu'on est tranquille sur les process, bah, ça devient une solution de base parce qu'elle est simplement moins chère. Voilà. Donc, l'idée du fonds d'arbitrage carbone, c'est d'ouvrir les chakras mais voilà. Donc, pourquoi la raison principale du fonds d'arbitrage carbone, c'est l'invention, c'est pas d'avoir une valeur tutélaire de la tonne de CO2. Le vrai sujet, c'est d'arriver à pouvoir dire à tout le monde, vous avez des idées, on a des sous. Et puis après, quand on a des sous, bah, tout d'un coup, les gens acceptent de réfléchir. Et c'est ça qui a été à chaque fois assez extraordinaire, parce que au lieu d'avoir simplement ceux qui sont un peu investis, beaucoup investis dans le développement durable, bah, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à ça, parce que pour de vrai, tout le monde aimerait trouver des solutions sympas pour ça. Donc vraiment, on fait sauter le verrou, le verrou de l'innovation et de la réflexion. Donc, qui est concerné? Effectivement, il y a la direction générale, il donne un petit peu le tempo. Ensuite, il y a tous les services, logistique, ressources humaines, process industriel, design, direction des espaces verts, tout, quoi. Tout le monde. Et il y a un gardien du temple. Il y a un gardien du temple qui va gérer cet arbitrage, communiquer là-dessus, faire la connexion aussi avec les fournisseurs et les clients, parce que nos émissions directes, mine de rien, nos émissions directes, alors si je ne me trompe pas, c'est les émissions amont de nos clients, c'est les émissions aval de nos fournisseurs, et à peu près réciproquement. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille investir 500 € sur nos émissions directes s'il y a une solution aval à l'amont chez nos fournisseurs qui peut se résoudre à 50 €. Il vaut mieux filer 250 € à notre fournisseur, garder 250 € pour nous, et lui, il sauve 5 tonnes de CO2, alors que nous, on aurait pu en sauver qu'une. Donc, il y a aussi une espèce de logique de filière et un travail de filière. Quand on fait le bilan carbone de Arte, de Eutelsat, il y a des opérateurs de satellites, il y a des gens qui fabriquent des programmes, il y a tout un écosystème avec des gens qui... Il y a des gens qui opèrent des satellites, mais il y a des gens qui les fabriquent, il y a des gens qui fabriquent des lanceurs, il y a des gens des cinéastes qui fabriquent des œuvres cinématographiques. Et il y a une logique effectivement à regarder, parce que finalement, en fait, dans ces histoires de télévision, le gros sujet, ça reste quand même la télévision qui fait 1,50 m de diagonale, et c'est elle qui va peser le plus lourd, sauf ceux qui vont faire beaucoup de 5G. Mais enfin, petit aparté. Voilà, donc qui est concerné, vraiment, c'est un outil pour pouvoir animer l'ensemble de l'écosystème. Alors, les bénéfices qui sont associés à ça, bon, on trouve que c'est plutôt relativement simple et assez clair. C'est quelque chose qui se comprend assez facilement, quoi. Ça se diffuse, ça se comprend, ça s'explique assez facilement pour emmener l'ensemble de tous les acteurs sur le sujet. Ça permet progressivement d'acculturer tout le monde à ces notions. Le bilan carbone, il ne va pas être lu uniquement par le directeur général ou par le service transition, mais le RH, il va avoir le détail des enjeux carbone qui sont liés à sa manière de gérer les ressources humaines. Et le responsable du process, pareil. Et puis, et quelque part, chacun a en main des leviers. De temps en temps, on a des gros leviers, mais
ils sont immobiles, ils ont très peu de variations possibles. De temps en temps, on a des petits leviers et il y a des potentiels énormes. En fait, ce n'est pas parce que le levier est petit qu'il ne faut pas s'y intéresser. De temps en temps, on est capable de faire pile ou face, et puis tout d'un coup, les petites économies sont aussi bonnes à prendre. Voilà, donc ça permet de faire de l'acculturation et de créer un peu une culture de la transition au sein de l'entreprise. Et puis, je sais si on en a besoin, parce que d'autant qu'en plus, de temps en temps, ça réveille aussi, ça stimule l'innovation, la créativité, et ça permet de faire un peu mieux avec moins. Bon, alors, pour le mettre en œuvre, bon, il faut faire un bilan carbone détaillé pour pouvoir décrire à tout le monde dans l'organisation, être en mesure de décrire à tout le monde dans l'organisation qu'est-ce qu'il a en main pour pouvoir agir. Ensuite, il faut choisir un montant, mais à la limite, il faut l'adapter. On peut mettre 1% de notre chiffre d'affaires, ça fera une fraction significative du résultat, mais c'est pareil, il faut déclencher la réflexion. Il ne faut pas le dépenser, quoi. Il faut le dépenser avec parcimonie. On va avoir aussi des solutions innovantes qui vont nous faire gagner des sous qui pourraient venir abonder le fonds d'arbitrage carbone. Voilà, donc sur la LGV, il me semble qu'on avait mis 0,2% du budget. Conseil départemental du Loiret, ils avaient eu le prix de l'innovation financière avec leur fonds d'arbitrage carbone. Ils avaient mis 0,8%. Sur le tramway de Nice, ça aussi, c'était des travaux publics, mais le conseil départemental, c'était vraiment l'ensemble du fonctionnement du département. Voilà. Et ensuite, ensuite, il y a le travail d'arbitrage et de communication pour pouvoir informer, se souvenir et suivre les évolutions intermédiaires où, quand on a des trucs qui sont à 500 € la tonne de CO2, il faut attendre qu'elles descendent en suivant attentivement le coût de l'énergie ou des produits qu'on utilise qui contiennent de l'énergie et qui intègrent cette solution. Et puis, alors, bon, là, j'arrive à la fin. Très rapidement, dans une des thématiques que peut aborder le fonds d'arbitrage carbone, par exemple, la mobilité, on arrive après avec un espèce de savoir-faire et des ordres de grandeur. Et là, ça, c'est des coûts d'abattement de la tonne de CO2 qui existent dans des modalités de transport. Alors, j'ai rajouté des petites flèches pour parler de l'incertitude. Un véhicule électrique, on peut bien se caler sur une valeur moyenne à 400 € la tonne de CO2, mais en fait, après-demain, je vais descendre sur ma ferme, faire 400 km. J'aurais pu consommer 20 € d'électricité à une borne Ionity et 20 € de péage, mais je vais plutôt économiser ma batterie, rouler un peu plus lentement et puis passer à côté et aller me charger à Châteauroux sur la borne du Sidelec, et ça va me coûter 3 €. Donc voilà, de temps en temps, on a des utilisations de ces outils qui font que ça devient moins cher que le thermique, par exemple, pour la véhicule électrique. Mais quand on achète une voiture électrique pour un parc d'entreprise, et ça va être une voiture partagée qui va faire finalement que 3 000 km par an, si elle remplace une voiture thermique qui faisait 3 000 à 4 000 km par an, ça c'est sûr que le coût de la tonne d'abattement, il sera très élevé. Voilà. Bon, et puis après, bus électrique en orange, c'est la valeur qu'il ne faut pas dépasser, parce que ça, c'est le direct air capture, c'est une techno qui sait aujourd'hui ramasser en grande masse, de manière dispersée, du CO2 atmosphérique pour pouvoir aller le séquestrer. Donc ça nous donne des horizons sur lesquels, effectivement, c'est pour ça le bus à hydrogène, peut-être faut voir, c'est de la recherche, ce n'est pas de la solution sonnante et trébuchante. Donc, le fonds d'arbitrage carbone, il a déjà été mis en place par Groupe Eiffage. Valérie David va vous en parler, le département du Loiret, la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc ça, c'est des fonds qui ont fait l'objet d'une communication importante, donc, et qui avait pris au début le nom fonds d'arbitrage carbone. En fait, maintenant, nous, on le décline dans des entreprises, après, en reprenant le nom, sans reprendre le nom, peu importe. C'est une information, c'est une manière de travailler, en fait, et c'est celle-là qu'il faut diffuser. On a eu quelques petites références, effectivement. Le ministère de l'économie et des finances a indiqué le fonds d'arbitrage carbone comme une solution sympa pour les achats publics. L'ADEME avait fait une plaquette dédiée là-dessus. Il y a la FIGC qui a donné le prix d'innovation financière au département du Loiret. Il y a l'UIC, l'Union internationale des ferroviaires, qui a inscrit ça comme méthode pour pouvoir travailler sur
Et puis, il y a RFF aussi qui avait repris l'idée pour les projets à l'époque, c'était Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, Biarritz. Ils avaient fait des annonces à 25 millions d'euros pour l'arbitrage carbone sur ces projets. Bon, voilà. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini. Je vous propose d'échanger et à vous la parole. Alors. Valérie, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, bah, moi je vais faire ma présentation après avec des exemples concrets de solutions qui ont été cofinancées par le fonds d'arbitrage. Il y a une chose que tu n'as pas dite, pardon Olivier, ou alors autant pour moi, mais pour que nos auditeurs comprennent bien que le fonds d'arbitrage carbone ne prend en charge que le différentiel de coût. C'est vraiment important de le signaler, hein, parce que du coup, l'effet de levier est énorme. Si vous ne mettez qu'1 million d'euros de fonds d'arbitrage carbone, ce n'est pas une valeur absolue. En fait, le million d'euros, il va vous permettre de cofinancer énormément de projets à partir du moment où vous ne prenez que le différentiel de coût entre une solution de référence carbonée, pas très innovante, et une solution alternative bas carbone qui va vous permettre d'économiser des tonnes qui seront calculées en analyse du cycle de vie. Alors, après, il y avait, oui, il y a eu une question là. Oui, le fonds, il n'y a qu'un seul investisseur, effectivement, c'est l'organisation. On n'a pas vraiment réfléchi quand on a pris ce nom-là au début. Et puis, bon, de toute manière, on peut l'appeler comme on veut. Et éventuellement, on peut faire appel à des tiers investisseurs. Typiquement, quand je regarde dans le domaine agricole, on voit émerger tout un tas de projets où c'est vrai qu'il y a des systèmes de la compensation, il y a tout un tas d'acteurs qui ont envie de participer, pour des motifs divers, variés, des engagements qu'ils ont pris, et qui vont trouver chez d'autres des solutions, des tonnes à éviter qui vont coûter significativement moins cher que chez eux. Et donc, il peut y avoir un peu des vases communicants de cette manière-là. Alors, il y avait aussi une autre question. Peut-être qu'on peut revenir sur l'amont du raisonnement. Qu'est-ce que c'est exactement le coût de la tonne de CO2 quand on compare 500 € de la tonne de CO2 évitée, 1000 €? Qu'est-ce que ça veut dire pour que tout le monde comprenne bien? C'est un choix. Hein. On fixe sa propre limite. Enfin, vas-y, Olivier. Alors, il y a différents horizons il y a eu un système d'échange de quotas de CO2 qui a été mis en place en Europe en 2005 avec une quantité astronomique de quotas qui ont été mis sur la table. Et tellement que finalement, ça ne servait pas de contrainte aux industriels. Donc, le prix de la tonne de CO2 n'a pas vraiment monté. Et finalement, il aura fallu 15 ans, parce que c'est que depuis cette année, que là, il commence à y avoir une contrainte sur le sujet. Il n'y a pas suffisamment de quotas en circulation pour faire tout ce qu'on voudrait comme s'il n'y avait pas de quotas. Et là, donc je ne connais pas le prix actuel, mais il me semble alors au lieu d'être à 30 €, il a dû monter à 100 €, peut-être plus, assez récemment. Ensuite, il y a d'autres indicateurs. Il y a des valeurs tutélaires du carbone qu'on doit donner quand on fait des bilans socio-éco, et puis on nous dit le carbone coûtera tant. En Suède, il vaut déjà 150 € la taxe carbone. La taxe carbone aux frontières, c'est quelque chose qui doit sortir là dans les semaines qui viennent. Il doit y avoir quelque chose, une proposition de l'Europe pour pouvoir faire quelque chose au niveau européen. Bon, et puis ensuite, pour 2050, on entend régulièrement parler de 300, 400 € la tonne de CO2. Bon, enfin, après, c'est toujours très curieux parce que le prix de la tonne de CO2 évité, donc effectivement, c'est le différentiel entre la solution de base et la différentiel de prix entre la solution de base et la solution variante, divisé par le bilan carbone de la base et la différence du bilan carbone de la base et de la variante. Mais bon, dans l'essentiel, en tout cas, dans mon entreprise ou à titre personnel, le carbon killing, ça a consisté à couper tout un tas de dépenses, alors à faire beaucoup plus de choses chez nous en interne, et effectivement à distribuer plus de salaires, puisqu'il y a tout un tas de tâches qu'on fait
qu'on fait nous-mêmes, mais qu'on fait un petit peu différemment. C'est une source de recettes. Enfin, c'est une source de non-dépenses, surtout. Donc, la valeur de la tonne de CO2, les différents horizons. Il y a un horizon technique qui est intéressant, c'est la solution technologique qui consiste à capter du CO2 dans l'atmosphère, diffus, avec des grands ventilateurs, et de la séquestrer. Technologiquement, on sait faire ça. On sait faire ça vers 800 € la tonne de CO2. Il y a des estimations qui sont assez variables. Ça consomme, si jamais on faisait ça, ça consomme de l'électricité. Hein. Il y a un process de chauffage à un moment qu'il faut faire. Ça pourrait consommer des énergies fossiles, ça serait terrible. Mais ça serait terrible, mais ça mangerait que 10% de ce que ça absorbe. Donc, c'est quand même, en ordre de grandeur, c'est quand même là l'intérêt. Et ça nous donne un cap. Il ne faut pas aller au-delà. Au-delà de 1 000 €, non. Il faut se souvenir que ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée de show-off et c'est une idée qui cannibalise en fait le potentiel qu'on peut avoir. Mais c'est une idée qui a été largement et très abondamment utilisée entre 2005 et 2020. Les gens mettaient 6 cm d'isolant dans la rénovation de leur immeuble. Ils n'ont pas fait le travail. Ils ont dépensé 80 et ils ont fait un truc où ce n'est pas du tout suffisant. Ça ne leur permettra pas de changer leur chaudière gaz par une pompe à chaleur. Parce que quand on n'a qu'un petit pull, eh ben, on ne peut pas fonctionner avec des pompes à chaleur basse température. Voilà. Donc, il va falloir refaire le pull sur cette maison. Et donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'événements qui nous ont amenés à cannibaliser notre potentiel, à dépenser les sous, alors qu'on aurait pu bien faire dès le début. Et puis ensuite, plus le temps passe, et puis plus on se déshabille, et moins on a de force pour pouvoir faire la transition. C'est un des risques, et c'est aussi ça que permet de gérer mieux, avec plus d'intelligence, l'arbitrage carbone. Il y a des questions ensuite sur est-ce qu'il y a un barème, est-ce qu'il y a une grille, est-ce qu'il y a une norme internationale sur le coût de la tonne de CO2 et également, ça revient à une autre question qui est liée. Finalement, aujourd'hui, on voit qu'on est à peu près entre 0,5 et 1% du budget. Est-ce que finalement, c'est à l'ampleur des attentes de la transition? Excuse-moi d'intervenir, Olivier, mais ce qui me choque, c'est que nos auditeurs, j'ai l'impression, n'ont pas compris que c'est du volontaire. Donc, si demain, une collectivité veut mettre 10% de son budget dans un fonds d'arbitrage carbone, elle peut tout à fait le faire. Oui. Nous, on a fait des expérimentations. Ce qui vous est montré là, ce sont les premières expérimentations en France d'un fonds d'arbitrage carbone volontaire. Donc, ceci dit, sur la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, c'est quand même 6 400 000 €. Et vous verrez après ce qu'on a réussi à faire avec 6 400 000 €. Donc, je ne suis pas sûre, très honnêtement, que, évidemment, le montant, c'est important, mais c'est qu'une des données. Ce qui est plus important, à mon avis, sont les avantages en termes de solutions alternatives qui sont ainsi validées et en termes d'inclusion du corps social, parce que finalement, ça libère, comme le disait tout à l'heure Olivier, la créativité et vous vous retrouvez avec un vrai projet d'entreprise en ce qui nous concerne, ou projet de collectivité pour les collectivités territoriales, qui implique tous les métiers. Voilà, pardon de ce commentaire, mais... Voilà, actuellement, on a un fonds d'arbitrage carbone en dehors des grands projets. Il fonctionne super bien. Il ne fait que 4 millions d'euros. Il n'empêche que ça stimule fortement l'envie d'innover. Parce que les gens sont incroyables. En fait, dès que vous dites aux gens innover, je vous assure, vous êtes impressionnés. L'intelligence collective, ce n'est pas que pour les discours ou dans les cours de sociologie d'entreprise. Ça existe vraiment. Donc, le fait, comme disait Olivier, de desserrer le verrou financier, qui est une espèce de chape de plomb, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, c'était vraiment problématique. Le fait de dire, ayez des idées, puis nous, on va regarder si elles sont vraiment intéressantes en matière de carbone, vous fixez vous-même la limite prix au-delà de laquelle vous n'avez pas envie d'étudier. Nous, on a pris 500 €. Olivier parlait des 800 € par rapport au coût de la captation et de l'enfouissement. Voilà, donc ça peut être ça. Et puis après, les montants, ce sont vos élus ou vos patrons qui décident. Mais ça vous permet d'entrer aussi dans une vraie comptabilité et de savoir au bout d'un an à combien vous revient la tonne équivalent carbone évitée et combien vous en avez évité pour une dotation d'1 million, 5 millions, 10 millions, c'est vous qui voyez. C'est un outil formidable parce que vous avez vraiment les manettes du changement entre vos mains. Et éventuellement, on peut re-remplir le cochon avec les économies qu'on a fait.
Exactement. Donc finalement, là, si on part avec une base qui était à 0,5% du chiffre d'affaires, par exemple, on peut monter à 1%. Mais bon, ça, il faut regarder en fonction du contexte, des leviers qu'on a, des choses qui sont optimisées, des solutions disruptives qui sont envisageables aussi dans notre contexte. Pour arriver à chiffrer, il y a une question là sur le pourcentage qu'on doit allouer. Bon, entre 0,2 et 1%, moi, c'est quelque chose qui me semble relativement raisonnable. Et puis, de toute manière, ensuite, si on voit que ça fonctionne et que c'est riche et qu'il y a une belle dynamique et que c'est une mobilisation qui rapporte aussi par ailleurs, bah, on peut augmenter, hein, on peut passer. Il faut le piloter sur les années de la transition. Bon, peut-être qu'on passe à la présentation de Valérie. Bon, il y avait quand même une question sur est-ce qu'il y a une norme internationale pour prix de la tonne de CO2? Non, il n'y a pas de norme internationale. Il y a des initiatives ici ou là qui poussent. Il y a quand même le système d'échange des quotas européens, mais bon, aux États-Unis, il y a des systèmes d'échange, il me semble, au niveau de l'État, peut-être aussi entre chaque État à l'intérieur. Bon, il y a plusieurs initiatives qui existent comme ça. Et puis, il y a cette solution technique qui nous donne un horizon. Et puis, bon, donc, on a une base de données. Il commence à y avoir beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux en ce moment. Là, pour hier, il y avait un appel d'offres de la région PACA qui voulait étudier attentivement le coût d'abattement de la tonne de CO2 sur tous les leviers que la région peut avoir dans ses mains. Non, c'était orienté très mobilité. Il y a rapport Tinel, Valérie, c'est vous qui m'en aviez parlé. Le rapport Tirole, Blanchard-Tirole, qui a été remis au président de la République il y a 15 jours. Et dans le volet, vous savez qu'il s'agit des grands défis économiques auxquels la France doit faire face. Et dans la partie changement climatique, clairement, le rapport Tirole-Blanchard préconise les recours à des fonds d'arbitrage carbone volontaires. Et j'ai été très contente de le lire. Voilà, parce que, bon, on est les premiers à l'avoir mis en place dès 2011 sur proposition d'objectifs carbone. Il faut rendre à César ce qui est à César, parce que c'était une excellente idée d'Olivier Carle, qui était notre assistant maîtrise d'ouvrage sur la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes, et qui a tellement bien marché, enfin je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs, qui a tellement bien marché qu'on a étendu le dispositif et que maintenant, quand on répond à un très gros appel d'offres, on crée un fonds d'arbitrage carbone dédié. Parce que nous sommes les premiers défenseurs de ce système qui nous a vraiment desserré les énergies créatives, en fait, que ce soit avec nos fournisseurs ou en interne avec nos propres ingénieurs. Voilà. Bon, bah, je vais prendre. Je propose de prendre la suite, oui. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, on a fait des tests, ça marche. Je vais juste, voilà, me mettre en grand. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Il y a Gaël qui doit se dire « Oh non, c'est pas vrai !» J'ai un tout petit souci. Attendez, je vais faire mes... Alors, nous, on le voit bien à l'écran, en tout cas. Hein. Ouais, voilà, zoom. Ouais, j'ai du mal à... Je sais pas pourquoi, je suis... Mince, bon, c'est pas grave. Alors... Je fais changer, moi. Voilà. Alors, le fonds d'arbitrage carbone ou le fonds d'arbitrage carbone-énergie, on a fait un petit jeu de mots, nous, avec les suivants. Ça s'appelle EFAS pour EFAGE, fonds d'arbitrage carbone-énergie. Et on comprend bien ce qu'on veut faire avec cet effacement. Alors, bien sûr, tous les slides seront distribués. Alors, la jeunesse, c'est la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, les travaux ont commencé en 2011. Il s'agissait d'une ligne à grande vitesse qui n'est pas très droite d'ailleurs, puisqu'il y avait un gros évitement, et c'est tant mieux d'ailleurs, un gros travail d'évitement et de réduction d'impact sur les zones naturelles, ce qui fait qu'il n'y a aucune zone naturelle 2000 impactée. Et le client, à l'époque RFF, et maintenant... SNCF Réseau était particulièrement attiré par l'innovation que constituerait une ligne à grande vitesse bas carbone. Donc, ils nous avaient demandé ils avaient demandé aux candidats de faire porter le poids du corps là-dessus. D'où l'intérêt du travail avec Olivier Carle qui nous a proposé de réserver une partie des fonds alloués aux achats
les achats de biens, de matériaux, de process divers et variés, de solutions, dans les limites évidemment de la contrainte réglementaire très forte liée à la grande vitesse, puisque comme vous le savez, on est quand même sur des process très très réglementés et c'est tant mieux. Je voudrais juste me mettre en format original et j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, le principe est simple. On a fait une petite infographie qui peut vous sembler un peu puérile, mais en fait, elle est quand même assez intuitive. Très souvent, vous avez des solutions standards et réglementaires qui ont atteint un niveau d'industrialisation tel que finalement, elles ne sont pas très chères et plus personne ne se pose la question d'ailleurs de leur intérêt. C'est simplement une solution qui n'est même plus réinterrogée. C'est une solution qui est rentrée quasiment dans les logiciels d'achat sans que plus personne ne se demande si c'est vraiment la meilleure solution. Alors, l'alternative bas carbone, elle est forcément toujours comparée, vous en doutez, à une solution standard, réglementaire. Bon, sinon, ce n'est pas une alternative. Bon. Dès qu'on a une alternative, on a deux solutions. La standard réglementaire qui est souvent carbonée et pas très chère, puis une alternative bas carbone qui peut être un peu plus chère. J'ai bien dit qu'il peut parce qu'on a eu des cas où c'était justement pas le cas. Mais bon, assez rare, il faut quand même bien l'avouer. Et puis, on a aussi des vraies fausses bonnes idées bas carbone, tu te souviens Olivier, c'est-à-dire une fois que l'équipe d'Olivier avait réalisé les calculs en analyse du cycle de vie, on se rendait compte que la solution, elle avait de bas carbone que le nom et que, je vais juste vous donner un exemple, je me souviens d'une toile géotextile qui nous était proposée pour l'assainissement des fossés de part et d'autre de la LGV à certains endroits, puisque quand on peut s'en passer, on le fait, il fallait la remplacer tous les 12 ans. Et en la remplaçant tous les 12 ans, une fois que tous les calculs ont été faits, on s'est rendu compte que malheureusement, le bon vieux fossé bétonné qu'on ne répare qu'une fois tous les 40 ans était mieux disant en carbone. Donc, on a parfois des idées reçues. On en a été les premiers surpris, mais il faut savoir aussi que le fonds d'arbitrage carbone permet aussi de valider les bonnes idées de celles qui en avaient l'apparence et qui n'en étaient pas une fois les calculs réalisés. Ensuite, pardon, excusez-moi. J'ai un petit souci, en fait, j'arrive plus à me mettre. Ah, c'est bon. Voilà. Tac, tac. Donc, les exemples de solutions mises en œuvre. Alors, attendez, excusez-moi, j'étais un petit peu plus vite que prévu. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien retenir, mais je crois qu'on l'a dit, Olivier l'a dit à plusieurs reprises, c'est que le verrou financier est un frein au changement. Ça, tout le monde en est d'accord. L'outil financier dédié au carbone, c'est une bonne chose. Sauf que la bonne nouvelle, et moi je peux vous dire qu'on l'a testé, ça fait 10 ans qu'on le teste, donc on a quand même un retour d'expérience assez long, c'est que vous désincarcérez le sujet carbone du bureau du directeur développement durable. Donc moi j'ai vu le sujet carbone passer dans le bureau des autres. Voilà, ceux qui disaient le carbone c'est chez Valérie David là-bas au fond du couloir à gauche. Non, là, c'était le problème des acheteurs, le problème des ingénieurs d'études, le problème des environnementalistes, le problème du directeur de projet. Donc, on avait carrément, on a en fait des comités transversaux de validation. Ce qui est toujours bon, hein, la transversalité, bon, vous le savez, on en parle tous dans les collectivités territoriales comme dans les entreprises, mais on en parle souvent dans les discours et pas tellement dans la réalité, en fait. Et ben là, je l'ai vraiment vécu parce que chacun avait son idée sur l'innovation et pouvait dire tel fournisseur, il est très sérieux, on peut le soutenir là-dessus, ou bien telle équipe d'ingénieurs a une idée alternative, ça coûte un peu plus cher, mais ça ramènerait la tonne équivalent carbone économisée à 320 €, enfin, ce qui était la moyenne hein, sur les 7 ans de fonctionnement pour la ligne à grande vitesse. Et donc, c'était vraiment très intéressant de voir toute cette intelligence collective fuser d'abord avant de fusionner, fuser d'abord et fusionner ensuite, au profit de solutions qui ont fait des petits. Il y avait une question tout à l'heure dans le panel des auditeurs et je peux vous dire que vraiment on a eu de façon tout à fait étonnante je vous donnerai un exemple dont je suis très fière, voilà, donc voilà, c'est aussi mon petit quart d'heure de plaisir. Je vous donnerai quelques exemples de solutions
qui ont extrêmement bien fonctionné et qui sont maintenant reprises dans le monde entier, parce qu'on n'avait pas vocation de toute façon à s'approprier la chose. Voilà, alors vous avez là des exemples de solutions. Il y en a en tout 21. On aurait pu en avoir plus, hein. Il y a eu 54 solutions alternatives qui ont été déposées au fonds d'arbitrage carbone de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, mais compte tenu des contraintes réglementaires très élevées, il y en a qu'on n'a pas eu le droit, et je respecte totalement ça, hein. SNCF Réseau nous a dit, non mais attendez, là, non. C'est pas possible, on a trop peu de recul, on a quelques craintes, donc non, vous restez sur la solution standard. Ça n'a pas toujours été le cas, et donc il y en a 21 qui ont été validées. Donc vous avez là les montants des tonnes équivalent CO2 évitées qui étaient donc calculés et donc validés par notre assistance à la maîtrise d'ouvrage Objectif Carbone. C'est important d'avoir une AMO, et ce n'est pas pour faire la pub d'Olivier, il n'en a pas besoin, mais c'est simplement pour éviter que le client, en l'occurrence là c'était SNCF Réseau, n'ait l'impression qu'on ait fait nos petits calculs nous-mêmes et qu'on puisse être soupçonné d'être jugé parti, si vous voulez, dans le choix des solutions. Donc l'AMO indépendante pouvait nous dire bah non, là le calcul il n'est pas bon, ou bien oui le calcul est bon, et c'était vraiment important d'avoir ça. Également pour agréger en fin de chantier les tonnes équivalent carbone évitées et pouvoir les soumettre aux clients. J'attire votre attention sur un point. J'ai vu qu'il y avait pas mal de collectivités territoriales parmi les auditeurs, et donc quand vous lancez des appels d'offres, vous pouvez totalement exiger que l'entreprise qui réponde, même si elle est sélectionnée, eh bien, elle ne pose pas le crayon de l'innovation une fois qu'elle est sélectionnée. Le fonds d'arbitrage carbone, il permet de faire vivre l'innovation bas carbone pendant tout le temps du chantier. Et ça, c'est vraiment important que je vous le dise, parce que nous, on avait gagné devant nos concurrents. On aurait très bien pu dire, bon, on a gagné, on a proposé des solutions, tout va bien. Sauf que toutes les solutions que je vous présente là sont des solutions qui ont été proposées après qu'on ait gagné. Parce que sur des chantiers aussi importants, vous avez toujours un dialogue compétitif. Là, en plus, c'était un PPP, donc un dialogue compétitif avec le client. Et ça nous a permis d'affiner nos propositions techniques en fonction de l'objectif bas carbone. Alors, je vais prendre un exemple. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un chat et il m'empêche de travailler. Il veut que j'ouvre la porte. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, ce sont les joies du direct. Désolée, Gaëlle. Gaëlle doit être complètement sur des charbons ardents. Bon, voilà. Non, Désolée. pas de souci, Valérie. Alors, je vais vous donner l'exemple, un exemple qui a été repris. Alors, on a été primé d'ailleurs par l'Union internationale des chemins de fer pour cette innovation qui est maintenant reprise dans le monde entier. Vous voyez en bas la substitution du SF6 des transformateurs électriques par du diazote. Alors, c'est quoi cette bête-là? Dans toutes les chambres de coupure des transformateurs électriques que vous avez nécessairement le long des lignes à grande vitesse et que vous avez à côté d'un tas de grands équipements industriels ou autres, vous avez du SF6, de l'hexafluorure de soufre, qui est une horreur, puisque le pouvoir de réchauffement global, le PRG, du SF6 est 23 900 fois plus important que le CO2. Donc, ça fait partie des gaz les plus nocifs en matière de réchauffement. Donc, vous imaginez, si vous retirez 1 tonne de SF6, c'est comme si vous aviez retiré 23 900 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et pour des raisons d'habitude et de validation réglementaire obtenue il y a des lustres, personne ne se posait la question, et alors vas-y que j'achète du SF6. Du coup, votre chambre de coupure, votre transformateur, ça devient une ICPE, hein, une installation classée pour la protection de l'environnement. Ça nécessite des réglementations, des respects réglementaires, une autorisation en bonne et due forme auprès des services déconcentrés de l'État, et puis votre prime d'assurance, elle s'envole, hein, parce qu'évidemment, en cas de défaillance, les risques sont très, très élevés. Donc, on a des ingénieurs maison qui nous ont dit, nous, on a réfléchi déjà depuis quelques années à un système, et en fait, on pense qu'on serait capable de remplacer le SF6 par du diazote. Donc, le diazote, composant naturel de l'air, totalement inoffensif. Évidemment, on ne les a pas crus, et au bout de 10 jours, ils nous ont envoyé un projet qui a complètement séduit le comité transversal d'innovation, puisque les 1780 tonnes équivalent CO2 évitées, en fait, c'était une masse de CO2 évité tellement importante que ça ramenait à 123 € la tonne de CO2 évité. Donc, on a pris en charge cette solution
SNCF Réseau l'a validé et aujourd'hui, dans le monde, vous avez des constructeurs de LGV qui ne font plus appel au SF6, mais au diazote. Et on en est ravis. Donc, je vous donne cet exemple parce que la duplication, la conduite du changement, finalement, elle est venue comme ça. Des ingénieurs qui se disent bah, cette idée, j'ai jamais pu la financer, cette fois-ci, je peux, je vais expliquer mon truc. Et l'entreprise a pu couvrir, si je puis dire, l'opération du point de vue juridique et financier. Et ça a permis de sortir une innovation dont on estime qu'elle n'a pas fini qu'elle n'a pas fini sa liste de bienfaits pour l'ensemble des pays qui ont recours aux lignes à grande vitesse. Voilà, donc c'est un exemple que je voulais vous donner. Je pourrais vous parler des enrobés à très basse température qu'on a utilisé pour toutes les voiries attenantes à la LGV. Je pourrais vous parler de ce qu'on appelle la PST, c'est-à-dire tout ce qui est la plateforme supérieure du terrassement. Merci, la couche merci. Donc, élaboré à partir de déblais du site, c'est-à-dire que plutôt que de prendre les déblais puis les évacuer en camion, ce qui coûte de l'argent, ce qui émet du CO2, ce qui fait du bruit, de la poussière, etc., et de la congestion de trafic, on a pu recycler sur site un certain nombre de déblais. Il y avait sur 24 km où ça avait beaucoup de sens, et ça nous a fait économiser 3336 tonnes équivalent CO2. Donc, parfois, les économies les plus importantes ne relèvent pas des solutions techniques les plus complexes. Parce que mon histoire d'hexafluorure de soufre, vous allez vous dire, oh, mais ça c'est compliqué, il faut des ingénieurs chimistes. Là, en l'occurrence, sur mes remblais-déblais, c'est de l'optimisation de remblais-déblais. C'est pas très compliqué. Il faut des ingénieurs en terrassement pour le faire, mais c'est pas non plus l'innovation au prix Nobel du siècle, hein, on est d'accord. Donc, il y a parfois aussi, en termes de bon sens, en termes de gestion de chantier, de logistique, de ce qu'on appelle, nous, la chorégraphie de services de chantier, des optimisations qui sont très attractives en matière d'économie de carbone. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, j'essaye de passer à la suite. J'y vais. Ouais, vas-y, parce que je sais pas ce que. Bon, voilà. Alors, les résultats. En 2017, on a eu, je vous avais dit, 54 propositions, 21 financées. On a économisé uniquement avec le fonds plus de 16 650 tonnes équivalent CO2 qui se sont ajoutées aux économies de carbone qu'on avait réussi à faire en phase d'optimisation, mais qui ne sont pas passées par le fonds d'arbitrage. Voilà, ça ne représente, vous voyez, qu'un tiers de l'effort de réduction carbone. Et surtout, moi, ce que je retiens, slide suivant, s'il te plaît, Olivier. Ce que je retiens, c'est que cette solution, elle a dopé notre innovation ferroviaire. Et quand nous avons postulé à la ligne à grande vitesse Londres-Birmingham, donc HS2, en plein Brexit en plus, en Grande-Bretagne, nous avons été retenus. Et nous avons été retenus aussi parce que cette ligne à grande vitesse Londres-Birmingham se veut être la première ligne à grande vitesse très bas carbone du monde. Et notre fonds d'arbitrage carbone, ils ont adoré. Et de même, la substitution de l'hexafluorure de soufre par du diazote. Et ça nous a donné quelques points d'avance, les points qui vous manquent ou qui vous font gagner un appel d'offres très disputé puisque vous aviez toutes les entreprises de BTP d'Europe qui se sont battues sur cette ligne à grande vitesse. Voilà. Alors, début 2016, nous avons un nouveau président directeur général qui est arrivé de la concurrence et qui a vu ce fonds d'arbitrage carbone et qui m'a dit écoutez, moi je trouve ça génial, il faut en faire pour tous les grands projets, mais surtout on va en faire un permanent pour tous les plus petits projets. Et ce que je veux, c'est que ça libère la créativité de nos fournisseurs et que ça libère la créativité en interne. À chaque fois, alors slide suivant, à chaque fois qu'on a un appel d'offres où des différentiels de solutions peuvent être proposés aux clients, des variantes, pour dire les choses clairement. Donc, pensez-y, quand les variantes ne sont pas autorisées, c'est quand même ennuyeux parce que vous ne pouvez pas activer le fonds d'arbitrage carbone. Donc, quand les variantes sont autorisées, ça nous permet d'entrée de jeu de dire aux équipes qui répondent à l'appel d'offres, vous mettez le CO2 en entrée d'équation. Et puis, vous essayez de nous faire, par rapport à une offre standard réglementaire, une offre technique bas carbone et de le prouver avec des chiffres.
Bon, il s'avère que depuis 10 ans, les bases de données carbone de l'ADEME n'ont cessé de s'enrichir. De même, les logiciels utilisés par la profession, que ce soit Ignes pour la construction, le logiciel SEV pour la route, Omega TP pour les TP. Donc, en fait, aujourd'hui, l'ADEME a agréé tout un tas de bases de données bas carbone qui nous permettent d'avoir des résultats de plus en plus précis. Donc, on a mis en place un fonds qui tous les ans se remet à zéro, enfin oui, de 4 millions d'euros. Et l'objectif, si vous voulez, il est pluriel. Je pourrais vous faire une dissertation en 3 parties sur tous les objectifs qu'on atteint, parce qu'il y a à la fois le fait qu'on stimule la créativité de nos fournisseurs et de nos salariés, il y a le fait qu'à la fin de l'année, je suis capable de dire combien de CO2 on a économisé par euro hors taxe de chiffre d'affaires. Je suis capable aussi d'entraîner dans le sujet les acheteurs, les logisticiens, les informaticiens, les RH, en plus des équipes techniques. Et on a de plus en plus de clients sachants, de clients très informés qui sont tout à fait intéressés à la fois de voir le déroulement du fonds d'arbitrage carbone pendant tout le projet quand ils nous ont attribué le marché, ou d'avoir chez eux un fonds d'arbitrage carbone, par exemple, un fonds d'arbitrage carbone aux achats d'une collectivité, et donc qui va fonctionner de la même manière. Entre, je ne sais pas, par exemple, il faut acheter, je vous dis n'importe quoi, il faut acheter des ordinateurs pour équiper l'école primaire. Bon, je vous dis n'importe quoi, entre des ordinateurs entièrement recyclables qui ont des labels divers et variés et qui sont faits en Europe, sachez qu'il y en a, et puis des choses qui arrivent par avion d'Asie, je prends, je jette, je prends, je jette, il y a peut-être un différentiel de coût qui peut être absorbé par le fonds d'arbitrage carbone. Donc c'est un effet de levier. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Nous, on a fixé arbitrairement une limite à 500 € la tonne d'équivalent CO2 évité. En fait, j'atteins quasiment jamais cette limite. Ça m'est arrivé qu'une seule fois et on n'a pas pris la solution. Comme je vous l'ai écrit, en moyenne, on est entre 300 et 320 € la tonne équivalent CO2 évité. Alors, si le dernier slide, je crois que ça va être le dernier. Oui, alors si je vous ai mis des exemples opérationnels. 2 pages. Bon, j'ai une 50aine de projets qui ont été cofinancés avec le fonds EFAS. Je vais vous donner un exemple, par exemple, là, voilà, la réhabilitation de chemins communaux, c'est pour l'agglomération d'Aix-en-Provence. Donc, en fait, l'appel d'offres nous demandait de renforcer la chaussée qui avait tendance à se déliter, en fait, avec un liant hydraulique à base de clinker. C'était pas terrible en termes de carbone, et là ça nous a permis, la variante était autorisée dans l'appel d'offres, ça nous a permis d'avoir un liant hydraulique où on a récupéré les cendres issues de la centrale de Gardanne à proximité, la centrale biomasse, et ça nous a permis d'éviter le clinker. Et vous voyez, on est là à 68 € seulement la tonne équivalent CO2 évité, donc on est sur une solution pas chère du tout, qui a beaucoup plu aux clients, qui a dit, bon, attendez, moi, désormais, c'est terminé le clinker. Donc, ça a permis aussi aux clients d'élargir sa palette de solutions, on va dire, attractives du point de vue carbone, et d'ouvrir un peu les chakras de tout le monde, y compris pardon de le dire comme ça, mais y compris des élus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a encore des élus qui pensent qu'ils sont obligés de prendre le moins 10 ans. Moins cher, alors que, vous le savez, depuis la loi Grenelle, titre 2, l'État exemplaire, la commande publique exemplaire, normalement, la mieux-disance environnementale est censée être la règle. Bon. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que le fonds d'arbitrage carbone permet d'acculturer aussi les élus qui siègent en commission d'appel d'offres sur la notion de mieux-disance environnementale. Et puis, last but not least, je voulais vous finir, je vous rassure, c'est le dernier, sur la TCFD, la taxonomie européenne. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Donc, la TCFD, c'est le référentiel mondial, le seul qui existe aujourd'hui, le référentiel mondial de reporting carbone des entreprises. Donc, c'est surtout un public financier qui est destinataire des rapports. TCFD, ça veut dire Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Donc, c'était le groupe de travail Bloomberg, mandaté par la COP 21,
en 2015, qui a rendu en 2017 son travail. Donc, c'est le groupe de travail sur les risques climat, les risques financiers liés au climat et qui permet de mesurer l'exposition d'une entreprise aux risques liés au dérèglement climatique et la façon dont elle y répond. Est-ce qu'elle y répond bien? Est-ce qu'elle y répond pas bien? Est-ce qu'elle se saisit des opportunités de marché bas carbone ou décarboné? Et ça, c'est convergent avec la taxonomie européenne qui entre en vigueur en 2021 et qui va obliger toutes les entreprises de plus de 250 salariés à partir du 1er janvier 2022, donc c'est dans 6 mois, à lister leurs chiffres d'affaires, mais également leurs investissements liés à l'atténuation des conséquences à l'atténuation du changement climatique, excusez-moi, et l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, ainsi que 4 autres objectifs environnementaux: préservation de la ressource marine et de la ressource en eau, lutte contre les pollutions, économie circulaire et préservation de la biodiversité. Je me permets de vous en parler parce que ça va, pour moi, c'est une vraie révolution bénéfique. C'est aussi une fierté en tant qu'Européenne parce que c'est le seul bloc économique régional dans le monde à avoir une définition aussi globale du développement durable économique. Et les 2 premiers critères sur le climat sont d'ores et déjà entrés en vigueur en 2021. Donc, le fonds d'arbitrage carbone, à mon avis, devrait faire beaucoup de petits, parce que le fonds d'arbitrage carbone pour les entreprises, ça va être une manière de démontrer à la Commission européenne, qui va vérifier le positionnement des entreprises en matière de taxonomie. Taxonomie, ça veut dire classification, hein, c'est pas une taxe. Hein. Taxonomie, c'est la classification par homothétie avec la classification biologique des espèces. Donc, l'idée, c'est d'avoir un pourcentage. Par exemple, demain, on saura que chez Eiffage, X% du chiffre d'affaires est directement en lien avec la taxonomie et qu'on a X milliards d'euros d'investissement directement en lien avec la taxonomie. Donc, ça va drainer les fonds publics et privés plus facilement vers ces activités économiques-là. Et puis, ça va permettre, comme le disait tout à l'heure Olivier, de ne pas se faire taper sur les doigts par l'Organisation mondiale du commerce lorsque, au 1er janvier 2023, cette fois-ci, un an plus tard, l'Union européenne va mettre en vigueur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme d'ajustement carbone a du sens du point de vue du fonds d'arbitrage carbone, parce que quand on privilégie un fournisseur européen, qui est peut-être un peu plus cher, mais qui est soumis à des réglementations environnementales plus élevées, eh bien, il n'y aura pas de prime au dumping carbone qui peut être pratiqué, par des fournisseurs indiens, chinois, turcs, j'en passe et d'autres, russes. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne sais pas si on a des gens des Hauts-de-France qui nous écoutent, mais nous, on a une usine de chaux à Bocahu. Bocahu, c'est dans l'Avesnois. Bon, c'est une carrière de calcaire parmi les plus pures d'Europe. Mais quand vous cuisez le calcaire, vous avez une réaction chimique naturelle qui est l'évaporation. Enfin, voilà, vous relâchez du CO2. Nous sommes donc soumis au quota européen d'émissions, quota que nous consommons déjà à hauteur de 94%. Donc, il y a 2 options. Cette usine de chaux, elle représente 21% des émissions Scope 1, Scope 2. Je vends l'usine de chaux, du jour au lendemain, je diminue de 21% le Scope 1 et Scope 2 d'Eiffage et tout le monde m'applaudit. Sauf que la chaux, elle existe depuis 6000 ans, on ne sait pas s'en passer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'achète de Russie ou je l'achète de Chine. Le premier producteur, ce sont les Russes. Et évidemment, là-bas, on ne sait pas comment elle est produite. Je ne veux pas être désagréable avec nos fournisseurs russes, mais je pense qu'elle n'est pas très… Bon, voilà. Donc, si elle est taxée à l'entrée de l'Union européenne, c'est formidable parce que la chaux de Bocahu, sur laquelle, à partir du 5 juillet, nous mettons un capteur de CO2 qui est cofinancé avec le fonds d'arbitrage carbone interne, ben ce capteur de CO2 qui va me capter 64 tonnes de CO2 par jour, CO2 qui va ensuite servir à booster la photosynthèse des maraîchers sous serre de la région, eh bien, je conserve l'emploi en France, je conserve une usine qui est ISO 14001, ISO 9001 et qui répond à tous les critères relatifs à la réglementation française et européenne, mais qui également, d'ici 1 an, va me produire une chaux bas carbone, la première chaux bas carbone de France. Donc, vous voyez un peu, je vous décris ça, c'est pas pour dire Eiffage les plus beaux, les plus forts, je suis pas dans on s'en fiche, on n'est pas dans la publicité, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fonds d'arbitrage carbone influe directement sur la stratégie de l'entreprise ou de la collectivité. Parce que sans fonds d'arbitrage carbone, j'aurais pas eu les moyens de financer cette innovation pour laquelle j'ai 0 subvention.
Zéro. Voilà, sachez-le également, hein. On n'est pas ArcelorMittal qui pompe 40 millions d'euros de fonds européens et 40 millions d'euros de fonds français pour ces innovations bas carbone. On a zéro subvention. Donc, j'aurais pu dire, je n'ai pas de subvention, je ne le fais pas, je ferme l'usine et je vais acheter ma chaux en Russie, puis le 1er janvier 2023, on verra bien ce qui se passe. Donc, vous voyez que lorsqu'on est dans une stratégie réellement d'évitement de carbone, on peut être amené à conserver un actif carboné, mais le fonds d'arbitrage carbone me permet de financer l'innovation qui va aller pomper directement le carbone fatal, ce que j'appelle le carbone fatal, c'est-à-dire ce qui reste quand vous avez fait tout ce que vous pouviez pour réduire les émissions. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme exemple sur l'intérêt du fonds d'arbitrage carbone tel que je l'ai vécu avec Olivier Carle sur la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire. Ses petits frères, les fonds EFAS et autres, soit pour des grands projets, soit pour les projets habituels du groupe. Et puis l'arrivée de la taxonomie européenne qui est une excellente nouvelle pour booster l'innovation bas carbone et faire en sorte que nous conservions des actifs en Europe, des actifs industriels, mais que nous nous servions des tonnes équivalent carbone économisées pour cofinancer ces innovations. Voilà. Merci Valérie pour cet exposé très clair. Il y a des questions, il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Damien, tu as une sélection? Oui, j'ai commencé à faire une sélection. Oui, Valérie, est-ce que vous pouvez expliquer la méthode dans les grandes lignes de calcul pour valoriser les tonnes de CO2 évitées? Comme je vous l'ai dit, c'est un travail en analyse du cycle de vie. Donc, lorsque vous avez un produit, je reprends ma toile géotextile parce que finalement c'est un bon exemple. Donc, c'était un produit qui était fabriqué avec des process très bien étudiés, très bas carbone et qui avait une durée de vie de 12 ans. Et c'est ça, en fait, qui a ruiné le process parce que la solution standard réglementaire, éprouvée et qui était en béton, avait une durée de vie de 40 ans. Donc là, on est obligé de multiplier les émissions de gaz à effet de serre de la solution géotextile qui nécessitait en plus de la manutention parce que quand vous retirez la toile géotextile, en plus il fallait curer régulièrement le fossé puisqu'il n'y avait pas du tout de béton, donc il y avait des problèmes de délitement. La toile géotextile avait une capacité de maintien du fossé qui était plus faible, donc il y avait encore plus de manutention. Donc une fois que vous avez rajouté toutes les opérations, on se rendait compte que la solution émettait davantage de CO2 pour un coût important qui faisait en plus dépasser la limite de 500 € qu'on s'était donné. Donc, tout est dans le calcul, en fait, en analyse du cycle de vie. Le spécialiste, c'est Olivier. Donc, c'est Olivier, si tu veux rajouter quelque chose. En fait, oui, effectivement, il faut faire l'empreinte carbone et la regarder de la manière la plus large et de le faire en concertation avec les équipes en interne qui, eux, connaissent mieux les prix que nous, de la solution de base, de la solution alternative. Oui, Damien. Et donc chez FH, c'est vous avez un service en interne qui gère les innovations sont remontées par tout le monde et à un moment il y a un service qui fait le calcul et un autre service qui tranche. Alors, en fait, on a demandé à toutes nos branches d'avoir des compétences carbone. Parce que vous vous doutez bien que, moi j'ai 4 ingénieurs carbone à temps plein, mais ils ne sont pas là pour faire que du calcul. Ils vérifient. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit, les bases de données de l'ADEME sont très riches désormais. On a aussi des fournisseurs, heureusement, qui, dans leurs fiches de déclaration environnementale et sanitaire, calculent les émissions de carbone. On en a de plus en plus. On a également une direction des achats qui a mis en place tout un système qu'on a appelé l'audace sourcing, pardon, c'est un peu, mais qui affiche les familles à forte criticité carbone et qui fait également ce travail pour tous les acheteurs du groupe. Donc, j'ai tendance à dire que la composante carbone, c'est encore une autre preuve de ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Olivier, c'est que la composante carbone, elle est largement sortie de mon bureau aujourd'hui. Elle est chez les acheteurs, elle est chez les ingénieurs d'études, etc. Donc, ce que nous faisons en revanche, c'est la vérification ultime. Sauf sur un très grand projet, parce que ce soit sur la LGV-BPL ou que ce soit sur d'autres grands projets de génie civil, le fait de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage indépendante a beaucoup de sens, notamment pour assurer le client. Quand vous avez un client unique, très souvent, il sera plus à l'aise avec un AMO indépendant.
une AMO indépendante, pardon, indépendante. Donc, Mais c'est vrai que progressivement, on a travaillé ensemble pendant 5-6 ans, et puis à un moment, de toute manière, il faut faire du transfert de compétences. Le fonds d'arbitrage carbone, on voit la question apparaître à d'autres endroits. Nous, on peut venir, on vous explique les choses, on vous donne une vision, on vous indique on vous détaille une empreinte carbone, et puis après, il faut, idéalement, de toute manière, c'est quand même quand le client fait son propre bilan carbone, et que nous, on a simplement à faire des petits ajustements à droite et à gauche, c'est quand même toujours comme ça que c'est le mieux et que c'est le plus riche, parce qu'il y a une acculturation, il y a un transfert de compétences qui se fait. Et les bilans carbone les pires qu'on fait, c'est quand on les fait quasiment tout seul. Parce qu'effectivement, le moins il y a d'interaction et le moins il y a de transfert, et le moins il y a l'autonomie derrière. Et bon, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que de plus en plus, nos clients vont comprendre qu'il y a une compétence, il y a un sujet à développer en interne et sur lequel il faut devenir solide. Je vois une question. Je continue les questions pour Eiffage. Comment réagissent les maîtres d'ouvrage sur le fond? Finalement, vous mobilisez de l'argent pour éviter du CO2 plutôt que d'améliorer la qualité d'un ouvrage, par exemple paysager. Comment réagissent les maîtres d'ouvrage? Oui, alors bon, écoutez, là, j'ai vraiment dû être mauvaise pédagogue parce que c'est quelque chose qu'on a fait en plus. Quand vous réalisez une ligne à grande vitesse, je connais très bien, hein, parce que c'est ma direction qui a fait la partie biodiversité et carbone de la ligne à grande vitesse, donc je connais très bien ce sujet que j'ai défendu devant le client personnellement. Vous appliquez le triptyque éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire éviter les impacts, réduire les impacts résiduels et compenser les impacts ultimes. Le but étant d'avoir la compensation la plus faible, parce que si vous avez fait correctement le travail en éviter, réduire, vous avez moins de compensation, tout le monde comprendra ça. Ceci dit, c'est une ligne à grande vitesse, c'est donc un projet déclaré d'utilité publique, c'est donc un projet dont le tracé a été dessiné et validé par l'État. Voilà, donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et les aménagements paysagers ou les compensations sont réglementaires. Donc, vous ne pouvez pas faire du fonds carbone pour ne pas faire autre chose à côté. C'est impossible. Ça ne se substitue pas, et on ne l'a pas fait du tout dans cet esprit, ça ne peut pas se substituer à une obligation réglementaire d'aménagement paysager. C'est impossible. Et la qualité de l'ouvrage, très honnêtement, c'est cité. Enfin bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez le compte-rendu de l'Union internationale des chemins de fer à leur congrès mondial à Vienne en Autriche en 2017, vous verrez ce qu'ils pensent de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire. Hein, en l'occurrence, Valérie, ce qu'indique M. Caux, c'est aussi le fait que, c'est aussi un appel pour dire que quelque part, le maître d'ouvrage, à l'époque c'était RFF, maintenant SNCF Réseau, ils avaient avancé, ils ont fait ils avaient une stratégie carbone et ils ont plutôt bien accueilli cette proposition. Très bien accueilli, d'autant plus que quand on a gagné, les concurrents ne l'ont pas bien accueilli, eux. Et du coup, RFF a fait un communiqué de presse que vous trouverez sur le net et que moi j'ai toujours pour dire que notre offre était la mieux disante du point de vue carbone et biodiversité. Donc, en citant le fonds d'arbitrage carbone et en disant ce qui nous intéresse, c'est que plutôt que d'avoir un bilan carbone prévisionnel au début et puis un bilan carbone de réception de la ligne, et puis il ne se passe rien entre deux, c'est-à-dire, voilà, c'est une photo prévisionnelle, puis une photo à l'arrivée. Et puis entre deux, il ne s'est rien passé. Et ce qui avait beaucoup plu aux maîtres d'ouvrage, c'est que finalement, les innovations, elles étaient venues en plus de ce qui était prévu techniquement dans l'offre. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas posé le crayon pour dire, ben voilà, on a gagné, donc nous, on fait ce qui est prévu pour le prix prévu. Non, on est allé plus loin et encore une fois, c'était du volontaire. On avait plusieurs sujets volontaires qui venaient s'ajouter au réglementaire. On avait le fonds d'arbitrage carbone et également un fonds d'intervention pour le patrimoine naturel sur la restauration des services écosystémiques. Encore une fois, totalement différencié des compensations écologiques obligatoires. C'était venu en plus. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, hein, ça ne se substitue pas aux obligations, ça vient en plus. Et du reste, il me semble que par la suite, SNCF Réseau a évoqué à un moment, c'était dans des documents de communication, et puis après les projets ont beaucoup évolué, mais de 25 millions de fonds d'arbitrage carbone que eux voulaient mettre à leur niveau sur la LGV, les GPSO, les grands projets du Sud-Ouest, Bordeaux, Biarritz, Bordeaux, Toulouse.
On a vu aussi un chiffrage carbone dans un appel d'offres de RTE, de transport d'électricité, le réseau de transport d'électricité, où il y avait une valorisation du prix de la tonne de CO2 sur lequel vous avez répondu avec un fonds d'arbitrage carbone et vous avez gagné cette offre aussi. Donc il y a quelques grands maîtres d'ouvrage effectivement qui se sont aussi emparés du sujet. Mais il n'y a pas que la grande maîtrise d'ouvrage et le BTP. Des déclinaisons sur le CO2, il y a beaucoup de choses qui se passent par exemple dans le domaine agricole en ce moment, avec pour financer justement les programmes d'agroforesterie, tout ça, toutes ces choses-là. Bon, il y a des moyens et il y a aussi des pistes. Alors, avec une hybridation du fonds d'arbitrage carbone tel qu'il existe aujourd'hui, par exemple, qu'il est appliqué dans le secteur du BTP, il peut aussi tout à fait se décliner dans n'importe quel autre type de domaine d'activité. Je voudrais préciser une chose parce qu'il y a une question qui m'intéresse aussi. Là, on me demande si le groupe Eiffage réduit l'ensemble de ses émissions en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris. La réponse est oui, j'ai tendance à dire évidemment. Et on est les seuls, je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais à être inscrits dans la trajectoire 1,5 degré parce que en général, les entreprises choisissent en fonction de leur métier des trajectoires. Donc, si vous êtes routier, vous prenez les 2 degrés. Puis, si vous êtes promoteur immobilier et que vos émissions de gaz à effet de serre sont chez le constructeur, vous prenez le 1,5 degré. Nous, on est en 1,5 degré de façon uniforme pour tous les métiers, qu'il s'agisse de métiers industriels ou de métiers de promotion immobilière, ce qui est très difficile pour certains métiers, mais on a décidé que ce serait comme ça parce que l'urgence climatique, de toute façon, nous imposera le 1,5 degré certainement d'ici 2025. Donc, autant s'y mettre tout de suite. Nous faisons vérifier aussi nos objectifs par le SBTi, donc Science Based Targets Initiative, qui est une initiative à but non lucratif qui vérifie le caractère scientifique et donc le caractère pertinent, plausible et cohérent à la fois des calculs d'émissions de gaz à effet de serre, mais également des objectifs de réduction à 2030 et 2050. Il y a une question, est-ce que le concept est appliqué à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des sites industriels? Tous ces calculs, on peut toujours les faire. Et effectivement, à chaque fois, il y a un bilan carbone, il y a une empreinte carbone, il y a des euros, il y a une division à faire et ça s'appelle un arbitrage. Et donc, il y a le... Alors, la réponse est oui. Juste, sachez que nous, on a un dossier, mais vous le verrez dans les slides qu'on vous enverra. On a eu un dossier comme ça avec des panneaux photovoltaïques qui étaient à 80%, parce qu'il y avait quand même des choses qui venaient des États-Unis, mais à 80% faits en France, assemblés en France, et qui ont bénéficié du fonds d'arbitrage carbone par rapport à des panneaux faits en Chine et arrivant, étant donc subventionnés par l'État chinois, on le sait, et arrivant selon des méthodes plus ou moins carbonées, maritimes ou aériennes. Et donc, voilà. Donc, la réponse est oui. De toute façon, c'est vous qui décidez ce que le fonds d'arbitrage carbone peut prendre, puisque c'est votre fonds d'arbitrage carbone si vous le faites pour vous, ou si vous demandez aux entreprises qui répondent à vos appels d'offres de le créer. Après, c'est vous qui mettez les règles. Soit vous considérez que le photovoltaïque, ça a du sens, et puis vous mettez les règles, photovoltaïque français ou européen, bon, si vous y arrivez, ou photovoltaïque majoritairement assemblé en Europe, par exemple, bon, c'est vous qui fixez les règles. Voilà. Il y a une question justement, ces règles, aujourd'hui, on voit que la taxe carbone, elle est à peu près à 50 € par tonne de CO2 en France, qu'il y a de plus en plus de projets de séquestration ou de compensation qui oscillent autour de 20 à 40 € par tonne de CO2. Finalement, vous, en interne, quelle règle fait que vous avez décidé de finalement avoir plutôt un coût de la tonne de CO2 à 300 €? Non, à 500 €. En fait, la limite qu'on s'est mise, c'est à 500 € la tonne équivalent CO2, mais le retour d'expérience que j'ai me montre que la plupart des projets oscillent entre 300 et 320 € la tonne équivalent CO2. Alors, pourquoi on a pris 500 ? En fait, on a regardé les documents prospectifs. Et d'ailleurs, pour reprendre le rapport Tirole-Blanchard, enfin à l'époque, le rapport Tirole-Blanchard, lui, préconise une tonne de CO2 en 2030 à 300 € la tonne. 80 € dès 2023 et 300 € dès 2030. Nous, on a voulu, si vous voulez, avoir une limite qui ne soit pas trop bloquante, parce qu'on voulait également donner une chance
à des innovations de fournisseurs ou bien des innovations internes dont le taux de maturité, ce qu'on appelle le TRL, n'était pas très élevé. Hein, le taux de maturité, c'est une échelle qui va de 1 à 9. Et quand vous êtes à 9, ben, vous êtes commercialisé sans problème. En général, l'innovation, nous, on la prend autour du TRL, pardon, hein, du taux de maturité vers 6 ou 7. Donc, si vous prenez ce taux de maturité-là, qui est assez faible, ça veut dire que vous accompagnez l'innovation dans son process de maturité et elle n'est pas industrialisée, donc elle va avoir un coût plus élevé. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, Olivier disait, il faut donner une chance aussi aux solutions qui ne sont peut-être pas très intéressantes maintenant, mais qui peuvent le devenir demain. Donc, avec une limite à 500 € la tonne, on trouvait que c'était un bon compromis pour laisser sa chance à une innovation qui ne serait pas industrialisée, mais qui serait peut-être demain très attractive. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai eu assez peu qui représentaient des montants plus élevés. Et puis ensuite, effectivement, il faut quand même se rappeler qu'en 1990, il y en a qui ont fait des perspectives et des prospectives et puis qui ont tracé des courbes, et qu'aujourd'hui, on est quand même sur la courbe la plus noire du scénario le pire. Donc, ça veut dire que quand même, globalement, depuis 30 ans, tout ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir avancer sur ce sujet, ça n'a pas vraiment atteint les objectifs. Et de fait, si on veut se caper à 50 € la tonne de CO2 ou continuer de croire qu'en plantant des arbres et des arbustes dans le désert, on va avoir des tonnes de CO2 qui vont être séquestrées pour toujours à 10, 20 € la tonne de compensation carbone, c'est très intéressant d'aller voir des choses qui sont un petit peu plus chères et qui vont être en plus choisies avec parcimonie, parce que le truc génial du SF6 qui est sorti à 70 € la tonne, si on avait capé dès le départ un fonds d'arbitrage carbone en disant on ne prend rien à plus que 70 €, on n'aurait même pas regardé cette solution, je suis sûr. Elle vient tellement de loin, cette solution du SF6, que personne ne pouvait envisager que ça pouvait coûter aussi peu cher. Donc, on ne l'aurait même pas regardé. Donc, se mettre un truc à 500 €, ensuite, on n'est pas obligé de tout retenir dans l'arbitrage. C'est justement ça, ça ouvre les chakras de l'innovation encore plus. Alors, on vient de voir plein d'exemples pour un grand groupe. Comment on peut appliquer le fonds d'arbitrage carbone pour une petite collectivité ou une petite structure qui n'a pas forcément les moyens d'avoir tout un service à la fois à l'évaluation carbone et à l'arbitrage? À mon sens, un truc qui serait pratique. Après, vous nous appelez, on fait une hotline, ou je ne sais pas, il faudrait qu'on ait un truc comme ça, parce qu'il y a tout un tas de calculs. Très concrètement, j'ai cherché pendant quelques mois une mousse de polyuréthane, qui était le seul isolant que je pouvais mettre sous des lauses qui pèsent 200 kg le mètre carré, qui doit récupérer ensuite quelque chose comme 700-800 kg de neige. Et donc, les solutions biosourcées ou les solutions un peu plaisantes que je pouvais avoir d'isolant de toiture, ça ne passait pas. Il n'y a que la mousse de polyuréthane. Mais des mousses de polyuréthane, il y en a qui existent avec différents agents gonflants qui ont tous des impacts CO2 qui sont vraiment très, très différents. Et je suis allé sur la base de l'INES, sur Internet, voir l'analyse de cycle de vie des différents fournisseurs que j'ai trouvés. J'ai pris celle qui avait le contenu carbone le plus bas. J'ai fait mon petit calcul de comptable. J'ai appelé Point P. Il m'a proposé sa solution base. Je lui ai dit, je voudrais avoir ce produit. J'ai fait la différence. Et je ne me souviens même pas du résultat parce que de toute manière, je voulais prendre celle qui était bas carbone. Mais de temps en temps, c'est des petits calculs de coin de table qui sont vraiment pas très, très sorciers et qu'on peut faire un petit peu au quotidien. Mais c'est vrai que quand on a la calculette qui s'est greffée de force dans votre tête, ça devient un peu intuitif. Et quand on est loin de ce sujet, c'est pas simple. Et si vous avez une question, vous m'appelez et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Si ça dure un quart d'heure pour oxygéner l'esprit, ça sera un plaisir de vous répondre comme ça. Et puis si c'est une question un peu plus complexe, on pourra travailler ensemble aussi. Et puis, l'idée, c'est de toute manière de faire du transfert de compétences. Vous pouvez appeler aussi tous les autres bureaux d'études en ingénierie carbone. Le concept est suffisamment simple et le chiffrage carbone, il faut qu'il puisse arriver dans vos mains. Donc, effectivement, les petites structures, il faut
il faut se renseigner sur les forums de discussion, il faut y aller, il faut nous appeler, on trouvera une solution. Damien, tu avais autre chose? Alors, pour valoriser les économies de CO2 peuvent être valorisées sur le marché volontaire du carbone. Pareil, ça, c'est un écosystème à construire. C'est quelque chose à construire. C'est quelque chose à construire. Je suis passé par une association PromE qui fait la promotion des haies champêtres et de l'agroforesterie. Ils n'avaient pas entendu parler de la valorisation CO2 des travaux qu'ils opéraient. Je suis en contact aussi par ailleurs avec des startups qui font de la compensation, qui récupèrent des sous pour pouvoir avancer plus sur le sujet de l'agroforesterie en France. Bon, et ben voilà, il faut les mettre en relation et on trouvera le moyen de valoriser des tonnes de CO2. J'imagine, je vois ça émerger dans le monde agricole. Mais il n'y a pas que, il y a la séquestration de carbone, il y a le non-labour, et dans ce sujet-là. Valoriser des tonnes de CO2 sur le marché volontaire dans le domaine de la construction ou de l'industrie, je ne vois pas trop ça venir. Non. Mais quelque part, de toute manière, de valoriser ça dans son produit fini et de le vendre au client final, il commence à y avoir aussi de la demande. Il y a bien des gens qui vont acheter leur électricité chez Nercop, et elle est significativement plus chère, et ils y vont. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Valérie, est-ce que vos fournisseurs sont capables de vous fournir des émissions de CO2 de leurs solutions, ou est-ce que c'est vous qui faites le chiffrage des solutions et des matériaux des fournisseurs? Comme je vous l'ai dit, en fait, on a de plus en plus de fournisseurs qui sont extrêmement sensibilisés au sujet et qui même viennent nous voir prioritairement en disant on sait que vous avez une démarche bas carbone, des objectifs à 2025 et 2030, donc voilà, on vous propose ça. Et ils sont même, je vais même dire qu'ils cherchent la référence, ils cherchent la visibilité. Donc nous, on a même créé un club qui s'appelle Sequoia, c'est un club bas carbone de fournisseurs qui nous propose prioritairement leurs solutions bas carbone pour qu'on puisse les tester et puis les prescrire grâce à notre fonds d'arbitrage carbone. Et ça nous permet d'entretenir des relations plus étroites et plus intéressantes aussi qu'une simple relation de donneur d'ordre financière avec les fournisseurs. Et là aussi, ça va très très vite. Hein. Croyez pas que les PME soient pas capables et qu'il n'y a que Saint-Gobain, Le Grand et tout ça. Non, non. On a de plus en plus de PME qui sont tout à fait capables de faire référencer à l'ADEME leurs produits. Et quand elles ne sont pas capables, ce qui est quand même assez rare, nous, on considère que ça fait partie de notre mission au titre du développement durable que de leur faire un peu la courte échelle et de leur faire bénéficier des compétences des ingénieurs carbone de ma direction. Et ça m'est déjà arrivé, notamment pour des matériaux biosourcés, matériaux d'isolation biosourcés, de les aider à se faire référencer via Caribati, qui est l'organisme qui est capable de pondre, si vous me permettez l'expression, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour ce type de produit et qui sera ensuite facilement référencé par l'ADEME. Donc, vous voyez, il y a les deux. Il y a ceux qui se débrouillent tout seuls, ils viennent nous voir et si on vérifie leurs chiffres, on n'a jamais de problème parce que c'est déjà très, très professionnel. Il y a ceux qui tâtonnent, mais ils y arrivent quand même. Puis il y a ceux dont on pressent que la solution est très intéressante, mais ils sont un peu, excusez-moi, largués. Et là, on leur fait la courte échelle. Et d'ailleurs, ce sont les solutions qu'on aime le mieux parce qu'on a l'impression d'avoir été doublement utile. Et pour la prescription de ce type de produit et pour l'entreprise en question parce que ça va la conforter dans la stratégie bas carbone qu'elle a choisie.